Donc, on va passer à la nutrition. Non, on veut vraiment pas que je parle, je crois. Voilà. Alors, la première question, c'est... on a beaucoup de questions sur l'hypercholestérolémie. Et donc, une enfant qui est âgée de 10 ans et chez laquelle on a découvert une hypercholestérolémie. Donc, je vais vous montrer le pas à pas. Donc, on en a parlé pas mal ce matin. En 2019, donc, vous savez que les pas à pas sont validés. Et là, comme vous le voyez, ça a été validé par la SFP, par le groupe francophone de gastro et par les endocrinologues. Donc, j'ai mis en rouge parce que sinon, c'est assez difficile à dépister. Donc, quand on dépiste une hypercholestérolémie, on verra dans quelle situation. Là, quand on dépiste une hypercholestérolémie, on s'intéresse uniquement qu'au LDL cholestérol. Le reste, on s'en fiche. Et il faut qu'il soit supérieur à 1,60. Tout ce qui est au-dessous, ce n'est pas la peine de vous en occuper. Donc, on commence par des règles hygiéno-diététiques pendant 3 à 6 mois. Diminution des acides gras saturés, augmentation des monoinsaturés, l'huile d'olive, et des polyinsaturés, c'est-à-dire le poisson notamment. Et 3 à 6 mois plus tard, on fait un dosage. Si le LDL est supérieur à 1,90 g à ce dosage, on va mettre en place un traitement par statine. Si l'enfant a des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, et les facteurs de risque sont ici, vous les voyez là, notamment un antécédent familial au premier ou au second degré d'accident cardiovasculaire prématuré, avant 55 ans chez les hommes, avant 60 ans chez les femmes, HTA, obésité, diabète, tabagisme actif et la lipoprotéine petit a. N'oubliez pas de doser la lipoprotéine petit a, c'est une lipoprotéine dont le taux est génétiquement fixé, donc on le dose qu'une seule fois, et s'il est supérieur à 100 mg par litre, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Donc en cas de facteur de risque, le seuil est abaissé à 1,60 pour mettre en place un traitement par statine. Et si par contre on n'est pas dans ces conditions-là, on continue juste les règles hygiéno-diététiques. Et la surveillance se fait tous les 3 à 6 mois au début jusqu'à la normalisation du LDL cholestérol, qui est un LDL cholestérol inférieur à 1,30. Enfin, pas de dépistage généralisé. On reçoit à peu près tous les jours 3-4 lettres de fausse hypercholestérolémie. Si demain, on faisait, comme certains le proposent, un dépistage généralisé, je pense qu'on en recevrait à peu près 10 fois plus. Donc, il faut cibler le dépistage chez les enfants qui ont des antécédents familiaux, soit d'hypercholestérolémie traitée par statine, soit des antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires prématurés. Et puis le troisième groupe, bien sûr, c'est ceux dont on ne connaît pas les ascendants, c'est-à-dire les enfants adoptés ou les enfants nés par GPA ou PMA avec donneur. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, l'hypercholestérolémie. Maintenant que j'ai la main, je ne la quitte plus. Donc, allaitement prolongé et supplémentation martiale. Ça, c'est une question qui revient souvent, avec notamment l'augmentation de la durée de l'allaitement. Alors, il faut savoir que tous les enfants qui sont allaités exclusivement ou majoritairement, pour savoir majoritairement, c'est quand il a plus de tétés au sein que de biberons, à partir de 6 mois, doivent être systématiquement supplémentés. Pourquoi ? C'est très théorique, hein, mais vous voyez qu'il faudrait 6 litres de lait de femme par jour pour assurer les besoins en fer, ou 200 grammes de produits carnés. On est chez les enfants de 6 mois, donc autant vous dire que c'est absolument impossible. Et voilà la formule qu'on avait proposée. 7 moins le volume de lait infantile bu divisé par 100. Donc, un allaitement exclusif, il y a 0 lait infantile bu, donc c'est 7 mg par jour. Et s'il a 3 tétés et 2 biberons de 150 ml, ça fait 4 mg par jour. Et les médicaments sont bien faits, puisque le ferrostrane que vous connaissez tous, avec lequel je n'ai pas de lien d'intérêt, eh bien 1 ml de ferrostrane, c'est exactement ou presque 7 mg de fer élément. Donc un bébé qui est allaité après 6 mois, exclusivement ou majoritairement, c'est 1 ml de ferrostrane. Et les Américains le recommandent depuis 2010, vous voyez, c'est l'Académie américaine de pédiatrie, et nous, on avait fait ça à la SFP en 2017. Troisième sujet... Un sujet où on a aussi beaucoup de questions, c'est le végétalisme. Là, on va parler de l'adolescent, tout à l'heure du nourrisseux. Alors, je rappelle juste que tous les végétaliens ne sont pas carencés en fer. Et c'est vrai que vous connaissez peut-être des végétaliens qui ne mangent pas de viande, donc, qui ne mangent pas de fer, mais ils ne sont pas carencés. Alors, l'hypothèse est la suivante, il y a quelques éléments pour l'étayer. Vous savez, quand on donne les apports nutritionnels recommandés, c'est une courbe de Gauss.
avec ici le 97,5% de la population, sans moins de 2,5. La médiane, là, voilà les besoins de la médiane. Mais il y en a qui sont aussi à gauche de la courbe de Gauss. Et quand on se met au végétalisme, il y a pas mal d'adolescents qui font ça, la première carence qui apparaît, c'est la carence martiale. Il faut 2-3 mois. Les autres, il faut des années à des décennies pour que ça s'exprime. Et donc, ils sont fatigués, ils arrêtent. Et puis, certains ne sont jamais carencés en fer parce qu'ils absorbent sûrement anormalement le fer. Si vous êtes dosé une ferritinémie et que vous avez une ferritinémie supérieure à 200 sans avoir de cancer ou de maladie inflammatoire, eh bien, c'est que vous pouvez devenir végétalien sans aucun problème. Et il faut même que vous diminuiez la consommation de viande. C'est une question que me pose souvent. Donc, les végétaliens, il est probable qu'ils soient ici. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à ne pas manger de viande et à ne pas être carencés. Donc, avec le groupe francophone, et c'était Julie qui était le premier auteur, on avait donné les recommandations pour les compléments nécessaires chez les enfants et les adolescents végétaliens. Alors là, on parle du fer, mais si vous voulez, vous avez aussi tout le reste. On parle du fer. Donc, les enfants, on dose d'abord la ferritinémie. Si la ferritinémie est normale, ben, on la surveille. Si la ferritinémie n'est pas normale, on donne 2 à 3 mg par kilo et par jour de fer élément, et vous utilisez le médicament que vous voulez. Le calcul est très simple pour savoir. Voilà. Puis si vous voulez savoir le reste, calcium 500 à 1000 mg, la vitamine D, on va en parler un peu, on va parler du calcium tout à l'heure, avec les nouvelles recommandations, la B12 et le DHA. Et l'article dont je vous parle, donc c'est un article aussi du groupe francophone, avec, vous voyez, pas mal d'auteurs qui sont déjà ici. Et c'était Julie qui avait été le premier auteur. Voilà, je crois que c'est à Marco. Donc on m'a interpellé en disant difficultés alimentaires, ok, pour les prises en soins multidisciplinaires. Et la question est, est-ce qu'il y a des médicaments? Et donc, je vous rappelle ce que nous avons ensemble décliné hier sur les difficultés alimentaires. Et comme vous le voyez, il y a 2 situations particulières où des médicaments vont, entre guillemets, peuvent être éventuellement utilisés. La première, c'est quand il y a des troubles fonctionnels intestinaux associés. Je pense qu'il faut véritablement les traiter. Et dans notre modeste expérience, là, on est en train de les colliger. Sur 180 enfants qui ont des difficultés alimentaires et qui sont constipés selon les critères de ROM4 avec la constipation, eh bien, on les a revus 3 à 6 mois plus tard avec une prise en soin évidemment adaptée. Eh bien, la constipation améliore de manière significative ces enfants en termes de difficultés alimentaires versus ceux qui ont des difficultés alimentaires et qui ne sont pas constipés. Autrement dit, je dirais que c'est un facteur de bon pronostic d'être constipé, en tout cas assez impactant. On a l'impression de pouvoir agir sur quelque chose. Le deuxième élément, c'est les enfants qui ont une prédisposition génétique, qui sont petits mangeurs. Je rappelle la différence entre les petits mangeurs et les maigreurs constitutionnels. Les maigreurs constitutionnels ont une courbe de poids qui est affligeante, mais ils mangent normalement et il faut évidemment les laisser tranquilles. En ce qui concerne les petits mangeurs, parfois, ils ont une situation où la courbe de poids s'infléchit. Et surtout chez les enfants qui ont une petits mangeurs et qui sont retard de croissance intra-utérin ou qui sont petits mangeurs avec un petit poids pour l'âge. Et dans ces situations-là, il y a souvent les endocrinologues qui nous disent on aimerait bien, on a éliminé les syndromes génétiques, on aimerait bien que tu mettes un petit peu de calories avant de commencer à leur donner de l'hormone de croissance. Dans ces situations donc, qui sont très particulières, qui sont soit les petits mangeurs à qui on va proposer de l'hormone de croissance parce qu'ils ont ces antécédents, ou les petits mangeurs qui ont des syndromes génétiques. Et Béatrice Duberne a publié l'intérêt de ce médicament dans une typologie de petits mangeurs avec retard de croissance intra-utérin qui est le syndrome de Silver-Russell. Eh bien, la périactine Béatrice Duberne et collaborateurs. La périactine peut avoir un intérêt. Donc, je rappelle, c'est des médicaments dont l'AMM est 6 ans. C'est des comprimés à 4 mg. On peut donner 1 à 2 comprimés par jour. Je l'ai déjà utilisé chez le nourrisson en version écrasée. Effectivement, c'est un antihistaminique, donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de somnolence.
La pharmacodynamique et cinétique a été étudiée par Valérie Bertrand, je ne sais pas si elle est dans la salle, du Havre, pour voir s'il y avait des risques d'effets adverses. Il y a plusieurs cas d'hépatite médicamenteuse sévère qui ont été décrites sous périactine, autrement dit, peut-être par excès de précaution. En tout cas, je fais un bilan hépatique tous les 6 mois pour voir exactement ce qu'il en est. Je pense que ce médicament-là peut être utile dans des situations précises où on a besoin soit d'un starter pour certains, et pour ceux qui le demandent, de toute façon, ils vont demander à quelqu'un d'autre, donc autant que ce soit complètement guidé par un médecin spécialiste. Dans ces cas-là, je le donne sur 3 mois. En 3 mois, on voit une efficacité, soit pour ceux qui ont un trouble du comportement alimentaire un petit peu plus, on va dire, génétique. Dans ces cas-là, ça peut être utilisé au long cours. Voilà les 2 médicaments qui me semblent être un petit peu importants dans l'ensemble de ces difficultés alimentaires, ou sinon il faut prendre une évaluation multidisciplinaire avec évidemment une prise en soin qui a ses caractéristiques. Alors on va parler maintenant d'eau avec donc cette question sur l'intérêt d'utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau embouteillée pour préparer le biberon, et notamment s'il y a un intérêt à varier les marques à quel rythme, et également si finalement il y a des marques qui sont plus ou moins, un type d'eau qui est plus ou moins lié à des troubles fonctionnels intestinaux. Alors, c'est peut-être une particularité française, parce que je crois qu'en Belgique, on utilise beaucoup plus d'eau du robinet pour reconstituer les biberons. Mais c'est peut-être lié au fait que la France est le premier exportateur d'eau minérale dans le monde, et que, effectivement, quasiment tous les bébés qu'on voit ont des biberons reconstitués avec une eau embouteillée. Alors que les recommandations sont d'utiliser de l'eau du robinet. Donc, à moins d'être dans une zone géographique où l'eau du robinet ne correspond pas aux normes sanitaires, on peut conseiller aux parents d'utiliser l'eau du robinet. Alors, il y a une polémique en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, sur le chloro, donc j'ai oublié le nom complet, qui serait présent dans l'eau du robinet. En revanche, on n'a pas les dosages qui seront au-dessus des recommandations européennes dans un tiers des cas, mais on n'a pas les dosages dans l'eau minérale. Il n'est pas du tout sûr qu'ils soient à des doses inférieures. Par ailleurs, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, une étude coréenne sur une cohorte assez importante, qui était suivie dans le cadre d'un programme de surveillance. Et ils se sont intéressés aux troubles fonctionnels digestifs développés par ces enfants, en fonction de l'eau qui a été utilisée entre l'âge de 4 à 6 mois pour reconstituer leur biberon. Donc il s'agissait là soit d'eau du robinet, soit d'eau purifiée, c'est-à-dire de l'eau qui est passée dans un système purificateur d'eau. Et effectivement, ils trouvent que quand les nourrissons sont nourris avec un biberon reconstitué avec de l'eau du robinet, il y a moins de troubles fonctionnels intestinaux. Donc continuez à utiliser de l'eau du robinet. Alors, ça, c'était une question sur le biberon de lait qui n'était pas proposé à 8 mois, mais je l'ai un peu étendu pour que ce soit plus didactique. C'est par quoi remplacer le lait infantile chez un nourrisson de 8 mois ou autrement qui ne boit pas de lait. Première chose, parce que c'est une erreur qui est régulièrement faite, les produits laitiers ne peuvent pas remplacer les laits infantiles. Donc voilà les solutions de remplacement possibles que vous avez. Je vais vous dire pourquoi, bien sûr, après, mais vous le savez. D'abord, on peut proposer les mêmes quantités de lait deuxième âge en bouillie. Je vous rappelle, pour faire une bouillie, c'est 15 grammes, une cuillère à soupe de céréales infantiles dans 100 ml de lait. Maintenant, vous pouvez faire plus ou moins épaissi. Donc ça, comme ça, on peut le donner. Et je conseille surtout l'aromatiser, le sucré, pour être sûr que l'enfant le prenne. On peut ajouter, et on en a parlé hier, je crois que c'était Marc qui en avait parlé, ajouter la même quantité de poudre. Hein. Je vous rappelle que une cuillère mesure, c'est pour 30 millilitres, ce qui fait à peu près 33-34 millilitres, hein, parce qu'il y a quand même le volume de la poudre.
à prendre en compte. Et si vous pouvez faire 35, c'est plus simple. Donc vous comptez, s'il y a besoin de 700 millilitres, il en faut à peu près une trentaine. Une vingtaine, pardon. Ensuite, il y a quelques produits laitiers très rares qui existent dans le commerce qui sont préparés à base de lait deuxième âge, donc qui sont enrichis en fer, qu'on peut donner, mais enfin, c'est vraiment pas une solution miracle. Et enfin, on peut remplacer par du lait de croissance aromatisé et sucré. Ils deviennent de plus en plus rares pour qu'on soit sûr que l'enfant le prenne. Alors, pourquoi tout ça? Parce que voilà les produits laitiers, ce qu'ils ont, et voilà ce qu'il y a dans le lait deuxième âge. Et vous voyez que dans les produits laitiers, il n'y a pas d'acide gras essentiel, il n'y a pas de DHA. Vous savez que maintenant, il y a du DHA dans les laits premier et deuxième âge, et surtout, il n'y a pas de fer. Donc, on ne peut pas remplacer le lait infantile avant 1 an par des produits laitiers. Voilà. Et je rappelle aussi que pour assurer la totalité, j'ai bien dit la totalité des besoins en fer, en acide gras essentiel et en DHA, si vous avez écouté ce que j'ai dit le premier jour sur les lipides, eh bien c'est à peu près à 700 millilitres pour la totalité des besoins. On est sûr d'avoir ça, et 700 millilitres, il faut au moins 3 biberons jusqu'à 1 an, et d'où l'importance de ne pas remplacer les laits infantiles par autre chose. Et la bibliographie, c'est toujours la même, les recommandations de la SFP. Frein de langue, Marc. Alors, je ne sais pas si vous êtes en Belgique ou ailleurs contraint. On a l'impression que dès qu'il y a un frein, on le coupe et puis après on discute. C'est une sorte de circoncision linguale un petit peu obligée, quelles que soient vos obédiences religieuses. Toujours est-il qu'il y a de la littérature. Et l'Académie nationale de médecine s'est penchée sur le sujet pour voir quelles sont ses véritables indications à la frénotomie qui est coupée. Il y a la frénuloplastie pour une plastie et la frénectomie qui correspond à quelque chose qui coupe de part et d'autre et non pas un seul coup de ciseau. Donc ce qui est intéressant, c'est 2 choses. Chez les enfants qui sont au biberon, ça ne sert à rien. Je rappelle ici, et je tiens à votre discrétion, ce que je vais essayer de vous mimer. Quand le bébé est au sein, avec sa langue, il a un mouvement de reptation antéro-postérieure, donc il fait comme ça. Pour essayer d'attraper le téton de la maman. D'accord? Et on n'est pas filmé. Bon. Ça, c'est pour l'allaitement maternel. Pour le biberon, l'enfant prend la tétine dans la mâchoire et fait comme ça. Et là, frein ou pas frein, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc les enfants qui sont au biberon, leur couper le frein de langue, ça n'a aucun impact. Ça, c'est 1. Ça a été bien démontré. La deuxième chose, c'est de voir que quand on coupe le frein chez le bébé, chez le bébé qui allaite, les parents, dans cette méta-analyse, montrent qu'il y a une amélioration pour eux de l'alimentation, mais quand on fait la pesée avant et après chaque tétée et au bout d'1 semaine, il n'y a aucune amélioration objective. Donc couper le frein des enfants, ça a l'air de faire plaisir aux parents. La dernière chose, et c'est ça qui est important, c'est que si le bébé tète mal avec des douleurs mammaires, effectivement, dans cette méta-analyse avec 4 études poolées, on a l'impression que le bébé tète mieux et qu'avec ce que M. Pilot nous a dit hier, il y a moins de douleurs mammaires. Autrement dit, ça nous semble être une bonne indication chez le bébé allaité avec la maman qui a une crevasse ou moins de douleurs mammaires, ou des douleurs mammaires, ça semble être une indication qui est pertinente. On a fait la littérature sur les coliques du nourrisson, le reflux gastro-œsophagien, le positionnement, etc. Il n'y a aucun impact de la frénotomie chez ces petits nourrissons. Alors la supplémentation en calcium, voilà ce qu'il faudrait pour un adolescent pour qu'il ait les apports nécessaires pour le tiers de ses besoins quotidiens. Alors vous voyez que c'est soit un bol de lait, vous avez les produits laitiers où c'est relativement accessible. Vous pouvez utiliser des eaux riches en calcium, c'est à peu près dans les 500
mg par litre, alors que l'eau du robinet, dont on a parlé tout à l'heure, est très pauvre, hein, même les eaux les plus calcaires. Quant aux végétaux, parce que certains suggèrent qu'on peut remplacer par des végétaux, notamment les choux cuits. Je sais qu'il y a des Alsaciens dans la salle, mais une portion de choucroute, c'est à peu près 250 grammes. Hein. Donc vous voyez, c'est une double portion de choucroute multipliée par 3, puisque c'est le tiers des besoins. Donc voilà les recommandations qu'on a faites tout récemment. Hein. Ça a été publié l'année dernière avec Justine Baqueta en premier auteur. On était 16 auteurs. Donc c'est 3-4 produits laitiers par jour. Donc c'est vraiment beaucoup. 3-4 produits laitiers par jour, ou à défaut, utiliser 1,5 à 2 litres d'eau minérale riche en calcium. Une eau minérale riche en calcium, c'est à peu près 500 mg par litre. Alors, on a beaucoup discuté sur qui supplémenter. Si on supplémentait les enfants, les adolescents qui ne mangeaient pas 3 produits laitiers par jour, on aurait quasiment supplémenté les 9/10 de la population. Donc, on s'est fixé à une barre basse, notamment avec Agnès Linglard, et à 300 mg par jour, on est sûr qu'un adolescent va être carencé en calcium. Et 300 mg par jour, c'est à peu près un bol de lait. Et donc, voilà la situation. Les situations où il ne faut pas supplémenter, et donc dans toutes les autres situations, il faut supplémenter. Donc, dès qu'on boit un bol de lait par jour, ce n'est pas la peine de les supplémenter. D'où il faut inciter les enfants à continuer à boire un bol de lait par jour. S'il ne boit pas d'un bol de lait par jour, c'est 3 produits laitiers par jour. Ça peut être fromage, ça peut être yaourt. Je vous rappelle que les yaourts sont beaucoup plus riches en calcium que les petits Suisses. Et puis sinon, c'est 1,5 litre au moins d'eau par jour, riche en calcium, comme la Contrex. Ça a un goût, certains adolescents n'aiment pas, mais ça permet de manger beaucoup de calcium sans manger des calories, parce que souvent, les jeunes adolescentes ne veulent pas manger de produits laitiers, parce que ça amène à la fois du calcium et des calories. Et dans toutes les autres situations, supplémentation à calcium entre 500 et 1000 mg par jour. Et voilà donc la référence dont je vous ai parlé. Donc, 16 auteurs, des néphrologues, des gastro, et Justine Baqueta et Agnès Linglard, qui sont les 2 papesses du calcium et de la vitamine D. Doit-on poursuivre le lait de croissance au-delà de 3 ans? Une question qui revient parfois. Alors, les besoins en fer absorbé, donc c'était dans les recommandations de la Société française de pédiatrie, entre 1 et 6 ans, les enfants doivent absorber, je n'ai pas dit ingérer, j'ai dit absorber 0,7 mg par jour. Et pour absorber 0,7 mg par jour, excusez-moi, il faut soit 360 ml de lait de croissance, ça c'est la totalité des besoins. Le lait de vache, c'est un peu compliqué, ou 125 grammes de produits carnés par jour, ce qui est aussi compliqué entre 1 et 6 ans. Je passe toujours sur les végétaux qui sont difficiles à ingurgiter. Donc, les recommandations que nous avions faites, c'était au moins un biberon de lait de croissance par jour, donc 250 ml, plus une portion carnée. Et il faut poursuivre jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'ingérer 100 à 150 grammes de produits carnés par jour. Pourquoi 100 à 150 ? C'est de ça dont on parle. C'est à peu près 125. Et là, c'est rare qu'à 3 ans, un enfant consomme autant de produits carnés. Et donc, il faut souvent poursuivre au-delà de 3 ans, voire même au-delà de 6 ans. Les petits mangeurs, ça m'arrive de donner du lait de croissance jusqu'à 8-9 ans aux petits mangeurs. Ça assure les besoins en fer et dont vous connaissez l'importance, notamment dans le développement cérébral. Voilà la biblio dont on a déjà parlé. Enfin, le troisième, le lait bio. Vous savez que maintenant, surtout dans certaines villes, notamment la mienne, on utilise beaucoup dans les municipalités du lait bio. Est-ce que c'est bon pour le nourrisson ? Je ne parlerai pas de la planète, je laisserai ça à ceux qui croient savoir. Et alors, l'alimentation bio n'a aucun intérêt en nutrition infantile, absolument aucun, et que des désavantages. Alors déjà, c'est plus cher. Ça, c'est une preuve absolument irréfutable. Et puis surtout, vous savez que pour qu'un lait soit bio, enfin pour qu'un aliment soit bio, il faut qu'il ait au moins 95% d'ingrédients bio. Et pour les laits infantiles, dans les 5% qui restent, n'entrent pas en compte les ingrédients qui sont obligatoires par la législation. Par exemple, le DHA bio n'existe pas, mais comme c'est obligatoire par la législation, quand ils ajoutent du DHA non bio, ça n'entre pas dans les 5%. En revanche, l'ARA, dont on a parlé avant-hier, l'ARA n'est pas obligatoire. Et donc, lorsqu'ils ajoutent de l'ARA, ça entre dans les 5%, l'ARA bio n'existe pas,
Ça entre dans les 5%, et donc souvent ils sont limités parce qu'ils ont été obligés d'ajouter aussi d'autres ingrédients. Donc beaucoup de lait bio, pas tous, beaucoup de lait bio n'ont pas d'ARA. Et puis, par exemple, Sodilac fait des laits avec la lactoferrine, qui a montré une efficacité notamment dans la prévention des infections. La lactoferrine bio n'existant pas, eh bien, ils n'ont pas de lactoferrine dans leur lait bio, et on peut aussi aller un peu plus loin. Alors, ça, c'était pour les laits infantiles, c'était la question. J'ai un peu poursuivi aussi aux petits pots, où ils sont toujours plus onéreux, mais surtout, ils n'ont pas moins de nitrates et moins de pesticides, parce que les directives européennes imposent des doses extrêmement basses qu'on ne peut pas dépasser, et donc ça n'a aucun avantage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette étude donc, qui vient de l'EFSA, les auteurs avaient regardé les pesticides qui étaient présents dans les aliments bio, parce qu'on croit tous qu'il n'y a pas de pesticides dans le bio. Tous les aliments bio contiennent des pesticides. Si vous avez un arbre fruitier chez vous, vous savez très bien que si vous ne mettez pas de pesticides, sur un prunier entier, vous allez manger 3 prunes sans verre. Donc, ils mettent tous des pesticides, et celui qui revient le plus, c'est le sulfate de cuivre, le cuivre. Et dans cette autre étude, qui provient aussi de l'EFSA, donc l'agence européenne, les auteurs, sur plus de 1500 produits infantiles européens, ont recherché les pesticides les plus présents dans les aliments bio et non bio, les plus présents dans les aliments pour enfants. Et comme vous le voyez, de très très loin, le pesticide qui arrive largement en tête, c'est le pesticide qu'on trouve dans le bio. Alors je vous rassure, et on le voit là, ça sert à vendre du FC Que Choisir qui est là pour vendre du papier. Je vous rassure, dans l'extrême grande majorité des cas, pour ne pas dire la totalité des cas, les quantités de pesticides présentes sont bien inférieures aux doses toxiques. Donc c'est fait uniquement pour vendre des journaux, mais c'est absolument pas toxique pour l'enfant. C'est ce que vous voyez ici. Et voilà donc, si vous voulez vous renseigner, l'article de l'EFSA dont je parle, donc l'agence européenne, qui reprend tout ça et qui est extrêmement rassurant. Je sais qu'on vous a parlé beaucoup de prendre du bio, notamment pour éviter les perturbateurs endocriniens. Sachez que le bio n'a que des obligations de moyens, aucune obligation de résultat, donc aucun produit bio n'est contrôlé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, on va changer un peu de thématique. Prématurité et diversification alimentaire, quand commencer? Donc, y a-t-il des préconisations en fonction du terme, grande ou très grande prématurité? Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de recommandation basée sur l'evidence-based medicine concernant l'âge de diversification des prématurés, mais on a plus des habitudes un peu empiriques sur l'âge de début. Donc les enfants qui sont proches du terme, on colle à peu près aux recommandations des enfants qui sont nés à terme, c'est-à-dire à partir de 4 mois. Et pour les grands prémas, là on est plus en âge corrigé et on commence en général vers 3-4 mois d'âge corrigé. Donc ça va un petit peu dépendre du neurodéveloppement de l'enfant. On a quand même cette tendance à calquer sur la prise en charge des prématurés, ce qu'on préconise chez l'enfant à terme, et c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus de données sur ce sujet. On ne peut probablement pas aussi simplement transposer les données qu'on a sur le nouveau-né à terme chez l'enfant préma. Alors la DME, une mesure très très à la mode, hein, vous connaissez tous, et il y a le dessin. Alors j'ai regroupé ici les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est la prévention du refus des morceaux, Marc en a beaucoup parlé, mais aucune étude n'a comparé la DME, il y a moins de refus des morceaux à la DME, à une séquence qui est parfaitement respectée avec une introduction des morceaux tout à fait précoce. Donc c'est sûrement mieux, mais une diversification bien menée ne doit pas être moins bonne. Une acceptation d'une plus grande variété d'aliments, effectivement, souvent on partage le déjeuner et le dîner familial, donc il y a une plus grande variété. Donc plus tard, ils ont aussi une plus grande acceptation de variétés d'aliments différents, mais rien n'empêche dans une diversification traditionnelle de faire la même chose et de proposer plein d'aliments différents. Enfin, j'ai mis en italique le meilleur contrôle de la satiété, parce que vous voyez que ça fait partie des avantages suggérés, et notamment la prévention de l'obésité. Bon, c'est complètement faux. D'ailleurs, toutes les références que je vous cite ici montrent très bien qu'il n'y a aucune différence dans l'IMC. Bon, ça, c'était juste pour que vous sachiez que ce que vous lisez là-dessus est faux. Donc, les deux avantages, c'est cela.
Et les deux risques, c'est cela, les fausses routes. Alors, dans les études, on n'a pas démontré qu'il y avait plus de fausses routes avec la DME, même si dans tous les articles, je vous en ai cité quelques-uns ici, c'était difficile d'en distinguer un, dans tous les articles, on parle beaucoup de fausses routes. La seule différence, c'est que dans la diversification traditionnelle, les parents sont à côté, parce que c'est eux qui donnent à manger, alors que la DME, s'ils s'absentent pour une raison ou pour une autre, l'enfant peut s'étouffer. C'est extrêmement rare, on est d'accord, mais c'est un risque théorique. Enfin, l'autre risque sont les carences nutritionnelles qui reviennent beaucoup. Les carences lipidiques, on imagine, vous avez vu la première photo, avec ces enfants qui étalent toute la nourriture. Je vous rappelle, je vous l'ai dit aussi avant-hier, il faut ajouter de la graisse par-dessus. Je ne suis pas sûr que les parents soient très enclins à le faire devant déjà la difficulté et le salissement que ça peut provoquer. Et puis, on décrit dans les articles, je vais citer aussi les références, des carences en fer, probablement parce que ces enfants-là consomment moins de lait infantile. Ça fait plaisir aux parents de les mettre à 6 mois à table avec eux, donc ils leur donnent la même chose à manger qu'eux, et ils oublient le lait infantile, qui est bien sûr la principale source de fer. Enfin, donc si on devait faire une balance, on pourrait faire match nul, mais moi je pense que les inconvénients sont quand même un peu supérieurs aux risques, aux avantages, en sachant que les avantages, encore une fois, peuvent être gommés si on mène une diversification tout à fait dans les recommandations. Enfin, il faut savoir que c'est indiscutablement la méthode la plus salissante, mais vous voyez, il n'y a que 36% des mères qui s'en plaignent. Je ne sais pas ce qu'en pensent les 64% qui ont l'air d'être heureuses d'avoir à nettoyer l'enfant et la cuisine. Voilà. Alors, on a parlé du régime végétalien tout à l'heure chez les adolescents, mais malheureusement, comme vous le savez, il y a de plus en plus de régime végétalien chez les nourrissons. Et là, c'est un travail qu'on avait fait. Vous voyez, encore le groupe francophone et l'AFPA, c'était Julie qui avait fait ce travail, avec 32 nourrissons qui avaient été donnés par nos différents collègues de la France entière, avec un âge de début de consommation extrêmement précoce. Et vous voyez que ceux qui préconisent l'utilisation d'une alimentation végétalienne dès le plus jeune âge, il y a essentiellement Internet, mais aussi les ostéonaturopathes. Et puis, c'est des enfants qui sont dans des familles qui ont des convictions un peu particulières, puisque plus de la moitié ne sont pas ou insuffisamment vaccinés. Alors, il y avait malheureusement un décès, et il y en a eu beaucoup plus. C'était dans cette série qu'il y en avait plus, mais peut-être que vous avez été confrontés à des décès par dénutrition majeure et beaucoup de complications nutritionnelles ou autres, certaines provoquant des séquelles. Alors, si vous voyez des parents végétaliens, soit vous vous énervez et ils vont aller voir un naturopathe ou un médecin, parce qu'il en existe qui va leur dire que c'est très très bien et qu'on peut parfaitement avoir un régime végétalien. Donc, il ne faut surtout pas juger, il faut traiter. Ils vont leur dire, OK, vous voulez être végétalien, ben voilà les alternatives. Vous avez aujourd'hui des préparations infantiles à base de riz, Modilatex riz, et vous avez une Novelac riz, mais il a malheureusement un rapport ARA sur DHA inférieur à 1, il est moins riche en fer. C'est à poursuivre le plus longtemps possible. Et vous pouvez donc passer aux laits de croissance végétaux qui existent, avec, bien sûr, en privilégiant à chaque fois ceux qui ont le plus de fer. Vous savez que c'est le rôle principal du lait de croissance. Et il faut les poursuivre le plus longtemps possible, parce que ça va être leur seule source de fer. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, éviter ces deux produits, non pas parce qu'ils sont bio, mais ça pourrait être un argument aussi, mais parce qu'ils ne contiennent pas d'ARA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc on ne donne pas aux enfants des laits infantiles qui ne contiennent pas d'ARA, d'acide arachidonique. Voilà donc la biblio, avec l'article de Julie dans Acta Pediatrica, et puis l'article dont je vous ai déjà parlé, du groupe francophone, et les deux d'ailleurs étaient du groupe francophone. À toi Camille. Alors, la question était cette fois-ci, en cas de persistance des rastes au PLV, à l'âge de 12 mois, peut-on réintroduire le lait de vache ? Donc la question était relativement générale. Les IgE spécifiques étant élevés, enfin étant encore présents, il y a donc une recommandation de réintroduction en hôpital de jour. Après, à quel moment ? En général, on dit après 6 mois d'éviction, mais ça va dépendre quand même de la cinétique de décroissance des IgE spécifiques. En gros, quand ils ont diminué de 50%, on a à peu près une chance sur 3 d'avoir un TPO négatif. Alors,
comment? Eh ben, ça va dépendre de l'âge, des IGE spécifiques, de l'interrogatoire aussi, parce qu'il y a un certain nombre de situations où finalement il y a eu des prises accidentelles qui se sont très bien passées, et puis d'autres où il y a eu une réaction. Il peut être fait soit à partir de lait cru, soit à partir de lait cuit. Et si vous voulez en savoir plus sur les modalités pratiques, je vous invite à lire cette mise au point dont le dernier auteur est M. Tougnan, ici présent. Et on va conclure dans les temps, quand même, c'était un exploit. 66 questions. Vous pourrez applaudir les orateurs. Non, pas tout de suite. Alors, la supplémentation en fluor, alors là, c'est pas très nutritionnel. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de fluor. Hein. Il n'y a pas d'apport recommandé en fluor. On peut vivre sans fluor. Le seul avantage du fluor, c'est que ça entre dans la composition de l'émail dentaire et ça résiste mieux aux caries. Donc, les recommandations, qui sont les recommandations, je vais vous montrer, de la HAS, qui avait repris les recommandations de l'ANSES. Donc, une supplémentation est nécessaire dès l'apparition des premières dents, donc dès 6 mois, pas plus tôt, que chez les enfants à risque carieux élevé. Alors, ce n'est pas très très clair. Le risque carieux est élevé dans ces situations-là, endormissement avec un biberon contenant autre chose que de l'eau pure, brossage des dents absent, insuffisant ou inefficace, c'est sûrement le point le plus important, notamment dans les familles où on ne se brosse pas les dents. Présence de caries chez l'enfant, les parents ou la fratrie, vous savez que c'est une maladie contagieuse, et la prise d'aliments en dehors des repas sans se brosser les dents après. Mais on doit aussi tenir compte du niveau socio-économique ou d'éducation faible de la famille, qui marche souvent d'ailleurs avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire, des maladies ou des handicaps qui rendent difficile le brossage des dents, le port d'appareils orthodontiques et la prise au long cours de médicaments sucrés. C'est pour ça qu'il existe des médicaments non sucrés, notamment ceux qu'on donne le soir. Il ne faut pas oublier de se brosser les dents après. La supplémentation en fluor, c'est ça, c'est 0,05 mg par kilo par jour sans dépasser en milligrammes par jour. Mais on doit tenir compte des différents apports. Et vous savez que le principal apport de fluor chez l'enfant, c'est le dentifrice. Ceux qui ont des enfants ont déjà vu, hein, on leur dit de cracher, mais ils avalent avant parce que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les dentifrices pour enfants, c'est bon. Et donc, ils avalent le dentifrice et ils font semblant de cracher. Donc, il faut en tenir compte. Donc, si je devais être extrêmement simple, ça c'est la recommandation officielle, donc qui sont les recommandations de la HAS. Alors, si je devais être très simple, je dirais ne donnez pas de fluor aux enfants favorisés. C'était les recommandations qui ont été mises en 2008. Mes enfants sont nés avant 2008, je ne leur ai pas donné de fluor. Et parce que le risque du fluor, et je suis sûr, là vous êtes peut-être un peu âgés, mais les moins jeunes, on doit avoir la fluorose dentaire. C'est des taches qu'on a sur les dents. Alors elles sont invisibles quand elles sont sur les molaires, mais sur les incisives, elles sont visibles. Elles prennent une coloration, parce que c'est un peu plus poreux, donc les pigments alimentaires sont dedans, et ça donne des taches indélébiles. Et donc vous les gardez toute la vie. Regardez, je ne sais pas, les dents de votre voisin, vous en trouverez peut-être. Et ça donne des taches qui peuvent être blanches, qui peuvent être marron. C'est pas très très joli. Et par contre, ça ne fragilise pas la dent. Il faut le savoir. Donc, globalement, je vous déconseille de donner du fluor aux enfants, sauf dans les familles où on sait qu'ils n'auront pas de brossage dentaire. Et voilà les recommandations HAS qui sont déjà assez anciennes. Je donne la parole au ah non, vous l'avez déjà. Merci beaucoup. Je vous propose de vous applaudir. Il est midi moins 20 secondes. Nous vous invitons à poursuivre l'échange, à vous inscrire sur www.crossdoc.fr. Et je laisse le dernier mot, le mot de la fin, à la présidente du groupe francophone, Dr Young. Merci à tous d'être venus ce samedi matin. J'espère que cette session assez originale de FMC vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours parce que pour nous, c'est important pour la suite, savoir si on continue comme ça ou si on change de façon de faire. Où aura lieu le congrès l'année prochaine ? Oui, les prochains congrès. Donc, échange 2023 qui sera à l'Institut Imagine à Necker et les GIFOD 2024 qui seront du 14 au 17 mars 2024 à Paris, donc avec les adultes cette fois-ci. Merci à tous encore d'être venus nombreux.